tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pour moi ça s'est plutôt bien passé cette semaine livresque. Je me suis mise à jour sur une saga et là j'étais quand même très contente de moi. En revanche, j'en ai commencé 2 autres. Alors oui, vous allez me dire, tu es un cas désespéré, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais que voulez-vous, c'est l'été en série, donc je me lâche. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de La cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau, publié aux éditions Les Escales. Alors, dans ce roman, on va partir à la rencontre d'une femme qui a réellement existé. Elle s'appelle André Humbert, de mémoire. Oui, c'est ça. Elle s'appelait André Humbert et elle a été la cuisinière des Kennedy, de la famille Kennedy. Pendant quelques années, et on va découvrir son histoire, son parcours, mais aussi comment le clan Kennedy s'est formé. L'histoire commence par la découverte d'un tout petit nourrisson qui a été abandonné et confié à l'assistance publique. Ce nourrisson, c'est André. Et elle va donc être une pupille de l'État et placée dans différentes familles nourricières afin d'être élevée. Et au gré de ses placements, au gré des familles qu'elle va rencontrer, elle va apprendre la cuisine, activité pour laquelle elle a quand même certaines prédispositions. Et grâce à son talent et à la façon de faire la cuisine, elle va aller de maison en maison, de patron en patron. Elle va côtoyer plusieurs grandes figures du XXe siècle et c'est ainsi qu'elle va rencontrer Rose et Joe Kennedy. Oui, c'est Rose et Joe qu'elle rencontre. Oui, c'est ça, Rose et Joe. Les fondateurs du clan Kennedy, les parents Kennedy, les parents du futur président de John Fitzgerald, de Ted et de Bobby Kennedy, ainsi que des sœurs Kennedy, mais on parle quand même un peu plus des frères Kennedy dans ce roman. Et André, elle va être de tous les événements de la famille Kennedy, les joies, les peines, les tragédies malheureusement. Et elle va être là, elle va consoler les petits en leur cuisinant des gâteaux, des cookies, mais elle va aussi consoler les grands, parce qu'on va apprendre que le président Kennedy avait une passion immodérée pour les cookies que sa cuisinière lui préparait. À chaque fois qu'il venait chez ses parents, il récupérait une petite boîte de cookies qu'il l'emmenait. On va aussi, moi j'ai appris beaucoup de choses sur les Kennedy. Alors évidemment, les hauts faits d'armes des Kennedy sont rappelés là-dedans, mais ici on a aussi les Kennedy intimes, notamment la personnalité de Ted Kennedy, que l'on connaît ici en Europe assez peu, de sa femme Joanne et de ses enfants qui ont voué un culte immodéré pour André, qui était leur mamie française. Pour eux, c'était pas une domestique, c'était leur mamie. Elle était là pour les chouchouter, pour aller les chercher à l'école, pour s'amuser avec eux. Et franchement, on a vraiment toute la relation entre ces enfants et cette femme. Tout le texte est jalonné d'anecdotes où André raconte à un de ses petits-fils, à son Ninon, tout ce qui s'est passé, toute sa vie américaine, tout son rêve américain qu'elle a vécu, André. Et la fin est particulièrement émouvante. Franchement, je ne m'attendais pas à verser ma petite larmounette pour cette fin. Voilà, la plume est très sensible. On ne peut que s'attacher au personnage d'André, à la petite fille qu'elle était, à la jeune femme qu'elle est devenue et à la femme
la femme qui a côtoyé vraiment les grands de ce monde et qui les a choyés avec sa cuisine. Petit détail, petite anecdote, il y a quelques recettes d'André à la fin du roman. Ça donne vraiment envie de se mettre au fourneau et de cuisiner tous ces plats que André a fait chez les Kennedy. Et il y a également en milieu de roman des extraits. Là, c'était l'extrait de naissance. Là, vous voyez André sur plusieurs photos. Voilà. Ici, avec le petit Ted, le fils de ce monsieur, Ted, là, ici, Ted Kennedy, le frère, le petit frère de John Kennedy, qui lui ressemble vachement d'ailleurs. Franchement, hein, tous les Kennedy ont été faits sur le même moule. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez apprendre des choses sur les Kennedy, si vous aimez la bonne bouffe, si vous aimez la cuisine, si vous aimez les histoires humaines fortes, eh ben, allez-y, jetez-vous sur La cuisinière des Kennedy, vous ne serez pas déçus. Ensuite, en audio, j'ai continué la saga des détectives du Yorkshire, le tome 9, Rendez-vous avec la justice de Juliette Chapman, publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, dans ce dernier tome qui est paru, et là je suis très contente parce que je suis à jour de cette saga, dans ce tome, on va retrouver Samson et Delilah, bien évidemment, Calimero et tous les habitants de Bruncliff. Et là, on va s'attacher à une affaire qui touche Delilah de plein fouet, étant donné que son frère, Will, son grand frère, est accusé de meurtre. Il est accusé du meurtre d'un écologiste. Et Will est arrêté par la police. Donc, bien évidemment, Delilah et Samson vont tout faire pour disculper Will et trouver le véritable meurtrier de cet écologue. Mais voilà, les détectives du Yorkshire ne seraient pas les détectives du Yorkshire si tous les habitants de Bruncliff au grand complet ne mettaient pas la main à la pâte de cette enquête. Ça fait quand même plusieurs tomes, si vous me suivez en vidéo depuis quelques semaines, depuis que j'ai repris vraiment la saga à fond les manettes. Vous allez, je vous dis que voilà, durant les trois derniers tomes que j'ai lus, à partir du tome 7, il y a quand même un tournant qui se fait dans cette saga, et tous les habitants de Bruncliff ont vraiment un rôle à jouer, un rôle vraiment très important. Tous les rôles secondaires, si je peux dire, prennent vraiment tout leur potentiel. Et là encore, dans ce tome 9, les habitants de Bruncliff vont jouer leur va-tout pour sauver l'un des leurs de la prison. J'ai adoré, forcément, hein, j'ai bouffé l'audio. J'adore me retrouver dans cette petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde veille les uns sur les autres. J'ai un attachement profond pour les habitants de la maison de retraite de Bruncliff, pour le papa de Samson et de tous ses amis, hein, de la maison de retraite. Ils sont adorables, ils ont vraiment beaucoup à donner. Que dire de Calimero, qui raffole toujours autant du bacon frit, qui attend toujours qu'il y ait quelque chose qui dégringole d'une assiette ou d'une poêle pour pouvoir le grignoter. Autant vous dire, hein, que j'attends le mois d'octobre avec impatience, car normalement, si mes souvenirs sont bons, si j'ai pas dit de bêtises, le tome 10 de la saga sort, je crois que c'est le 17 octobre.
Mais bon, j'en suis pas très sûre, hein, donc c'est une information à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, c'est une de mes séries de Cozy Mystery préférées, si ce n'est ma préférée, d'entre toutes celles que je lis ou que j'ai lues. C'est vraiment, voilà, les personnages sont vraiment hyper attachants, on est vraiment dans un cocon, hein, dans Brunncliffe, quand on est vraiment immergé dans ce roman. Franchement, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore découvert la saga des détectives du Yorkshire, eh ben, allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai lu... Non, j'ai écouté. J'ai pas lu, j'ai écouté le tome 1 des Rois Maudits de Maurice Druon. Le Roi de Fer. Alors, les Rois Maudits. Les Rois Maudits, ça fait très longtemps que je veux lire cette saga historique. Quand j'étais petite, j'avais vu une adaptation en série à la télé. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le début. Et je me suis dit, bon, il va quand même falloir qu'un jour je me décide à lire cette saga. Et sur une de mes applications, là, je teste BookBeat pendant 3 mois gratuitement. Et l'intégrale de la saga en audio est disponible. Donc, eh ben, je me suis précipitée et j'ai donc écouté le tome 1. Alors, dans ce tome 1, on est avec Philippe le Bel, qui règne sur la France. On est au temps des Templiers. Les chefs de l'ordre des Templiers ont été arrêtés. L'ordre a été dissous. Et Jacques de Molay a été emprisonné, ainsi que plusieurs hauts chefs templiers. Et les Templiers sont quand même une sacrée épine dans le pied de Philippe le Bel et de la papauté. Et donc, ils sont soumis à la question, ils sont torturés, ils sont interrogés par Guillaume de Nogaret, qui est quand même un peu sinistre, hein, quand même, comme personnage. Et ils avouent tout ce qui leur est reproché pour vraiment être tranquilles. Sauf que, dans un sursaut de liberté et de vérité, en public, Jacques de Molay et ses comparses se rétractent et disent qu'ils ont été obligés d'avouer sous la question et qu'ils renient absolument tout ce qu'ils ont avoué. Du coup, le couperet tombe. Philippe le Bel décide de les brûler vifs. Sympa à l'époque. Décide de les mettre au bûcher. Évidemment, en public, donc tout le monde se précipite pour aller voir ce spectacle. Arrive ce qui devait arriver au moment où les flammes commencent à l'attaquer. Jacques de Molay prononce une malédiction sur Philippe le Bel, sur le pape et sur plein d'autres personnes. Pendant des générations, tout ce petit monde sera maudit. Et donc, on en est là, et on suit d'autres personnages, on suit la reine d'Angleterre, on suit bon nombre d'autres personnages, et de nombreux complots se mettent en place. Et petit à petit, on s'aperçoit que la malédiction de Jacques de Molay commence à faire son effet. Donc on baigne vraiment dans cette atmosphère moyenâgeuse, on baigne dans l'histoire de France. Franchement, on ne s'ennuie absolument pas. Parce qu'il y a des personnages qui sont extrêmement bien campés, extrêmement bien construits, et alors des personnages sympathiques, des personnages un peu moins sympathiques. Et on est vraiment baigné dans l'histoire. Et il y a une préface de J.R.R. Martin, l'auteur du très célèbre Game of Thrones, qui nous dit qu'il s'est quand même grandement inspiré de cette saga des Rois Maudits pour écrire Game of Thrones. Et donc,
on se dit, ah ben, quand même, hein, s'il s'est inspiré, c'est que ça doit quand même valoir son pesant de cacahuètes malgré tout. Et effectivement, ce premier tome se dévore complètement. Et je me suis programmé le tome 2, je pense que je l'écouterai peut-être pendant mes vacances, tranquillement, en voiture ou pendant qu'on partira. Mais en tout cas, voilà, moi je me dis que j'en aurais peut-être pas dû autant tarder pour lire cette saga, parce que franchement, il y a tout ce qu'il faut vraiment dans une bonne saga historique. Il y a tout ce qu'il faut de complot, de rebondissement, de trahison. Enfin bref, moi, tout ce que j'aime dans les sagas historiques. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. Je vous conseille vraiment de lire Les Rois Maudits, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga et ce que vous en avez pensé. Lisa, je suis sûre que toi, tu les as déjà lus et je suis sûre que tu vas me faire un retour enthousiasmant. Ah bah non, c'est pas fini. Il m'en reste encore un. Bande de petits vénards. Qui vous êtes? Alors... Pouic. Hop. Et enfin, j'ai commencé également L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os, d'Andrea Stewart, publié aux éditions Castlemore dans la collection Big Bang. Ça faisait très longtemps aussi que je voulais lire cette saga de fantasy en 3 tomes, donc c'est une trilogie. C'est la copine Maude de la chaîne Délivre une fille qui m'avait donné grandement envie de lire cette saga. Et voilà, c'est chose faite. J'ai commencé le tome 1 et j'ai adoré ce tome 1. On suit plusieurs personnages dans ce roman. On suit Lynn, qui est la fille de l'empereur. Et on s'aperçoit très vite que Lynn, elle a des petits soucis. Elle a été victime d'une maladie assez mystérieuse qui lui a fait perdre quasiment l'intégralité de ses souvenirs. Et son père essaye de lui faire retrouver la mémoire parce que c'est elle l'héritière du trône. Et il essaye par tous les moyens de lui faire retrouver ses souvenirs pour pouvoir lui enseigner la magie des os. Car dans cet univers, on prélève, il y a une cérémonie qui est faite, et on prélève sur chaque enfant un petit éclat d'os, là, derrière, là, voilà, juste derrière l'oreille. Et ce petit bout d'os est donné à l'empereur afin qu'il puisse protéger l'Empire. Même si, voilà, au début, on ne sait pas trop ce qu'est cette magie d'os, ça reste quand même assez obscur sur ce que fait l'empereur avec ces petits éclats d'os. Mais Lynn, elle veut sortir de ce brouillard dans lequel elle baigne depuis sa maladie, et elle essaye, dans le dos de son père, de faire elle-même de la magie d'os pour lui prouver qu'elle est tout à fait capable d'être son héritière et qui lui enseigne vraiment cette magie des os. On suit également Jovis, qui est un contrebandier. Lui, il parcourt les mers à la recherche de sa femme qui a disparu depuis 5 ans. Du jour au lendemain, elle a été enlevée et sur le lit où elle était, ont été déposées quelques pièces d'or. Et le seul indice qu'il ait, c'est qu'elle a été emmenée sur un bateau au voile bleu. Et depuis lors, il ne cesse de rechercher ce bateau pour pouvoir retrouver sa femme. Et il va se trouver embringué dans un sauvetage. On lui demande de sauver un enfant de cette fameuse cérémonie du tribut. Parce que voilà, on apprend, alors, petit à petit, on apprend que lorsque l'empereur utilise l'éclat d'os qui a été prélevé lorsque vous êtes enfant, et ben ça vous vide de votre énergie vitale, ça vous vide de votre vie, et tôt ou tard vous mourrez. Et donc on demande à Jovis de sauver un enfant, et là les emmerdes vont commencer.
il va recueillir un petit animal qui s'appelle Méphi. Et il est loin de se douter que Méphi va prendre une place extrêmement importante dans sa vie. Et on va le suivre dans ses aventures de sauvetage tout au long de ce premier tome. On suit également un autre personnage qui est la fille d'un gouverneur d'une petite île de l'Empire. Et elle, son amie, elle est proche des rebelles, des sans-éclats. Voilà, son ami lui demande de venir en aide aux sans-éclats pour pouvoir renverser l'Empire. Donc ça lui met un petit peu ses convictions un peu à mal. Et on va suivre un petit peu tout son combat intérieur pour essayer de sauver tout ce qui peut l'être. Et on a aussi le personnage de Sable qui vit également sur une île. Et voilà, c'est son quotidien, c'est se réveiller le matin, prendre son sac et aller cueillir des mangues. Sauf qu'un jour, elle tombe de l'arbre et après sa chute, elle s'aperçoit que leur présence sur cette île n'est pas naturelle. Et elle essaye de poser des questions à ses compagnons et très vite, on va s'apercevoir que effectivement, ils ne sont pas sur cette île par hasard. Donc, on va suivre tous ces personnages, on va alterner les points de vue de ces différents personnages tout au long du roman. Et bon, on commence à voir se dessiner peu ou prou l'univers et ce qui nous attend dans cette trilogie. Alors, il y a des choses que j'ai vu venir à des kilomètres. J'ai pas spécialement été surprise par certaines révélations. Par certaines, oui, pas par toutes. Mais voilà, je me suis attachée au personnage. Je me suis attachée au personnage de Jovis. Je me suis attachée au personnage de Méphi. Et j'ai vraiment tout aimé dans ce roman, le système de magie complexe, les personnages, l'univers. Enfin bref, j'ai vraiment tout aimé. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de longueur dans ce premier tome de mise en place de l'univers et des personnages et de l'intrigue. J'ai trouvé que ça se mettait en place bien, qu'on suivait les personnages et que malgré tout l'action était menée pas tambour battant, mais était quand même menée avec suffisamment d'entrain pour susciter l'intérêt du lecteur. Et autant vous dire que j'ai tout de suite enquillé avec le tome 2. Donc je pense que je pourrais vous parler dans le prochain Qu'as-tu lu. Je vous parlerai du coup de la fin de cette saga parce que je pense que d'ici là, j'aurai terminé cette trilogie. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Alors, concernant la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vous en ferai une. Je suis en vacances mercredi soir et on part samedi. On part samedi pendant une semaine, donc c'est clair que la semaine prochaine, vous n'en aurez pas. Et je pense que voilà, la prochaine vidéo aura lieu fin août, début septembre, où je vous parlerai des lectures qui m'ont accompagnée pendant mes vacances. Mais je pense que d'ici fin août, vous n'aurez pas de nouvelles vidéos. J'en suis désolée. J'espère que vous me pardonnerez cette absence. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!